Alors maintenant, je voudrais revenir à cette image, qui est une image extrêmement émouvante, puisque c'est celle du lien de la mère à l'enfant. Je voudrais vous parler 2 secondes de l'allaitement. Dans l'allaitement, il se cache plus que le lien de la mère à l'enfant, et il se cache quelque chose qui, à mes yeux, est la preuve la plus symbolique, mais surtout biologiquement la plus pertinente, de notre lien aux microbes. Les enfants, vous le savez, crient beaucoup. Alors, il y a dans ces cris, très rapidement, des manipulations des adultes, parce qu'il ne faut pas être bien malin pour s'apercevoir qu'en hurlant, on attire les adultes, d'accord ? Mais à la base, quand même, les premiers cris des enfants, et beaucoup de cris, même quand ils ont commencé à comprendre comment réagissent les adultes, beaucoup de cris d'enfants sont liés à des douleurs bien réelles, des douleurs du tube digestif. Les enfants naissent pratiquement stériles. Leurs premiers microbes sont ceux du vagin maternel ou, quand ils naissent par césarienne, ceux de la peau de la mère, voire du père. Ils ont un microbiote très peu riche. On atteint notre microbiote adulte à 3 ans. Ça nous prend autant de temps que d'apprendre à parler. Et avec ce microbiote, j'allais dire déficitaire, ils sont plus exposés aux diarrhées ou à l'installation de pathogènes, d'une part, et puis ils digèrent moins bien. Donc ils ont des vraies douleurs liées à un microbiote insuffisamment développé. Et on sait que ce problème de colonisation précoce est géré par le lait. Regardez plutôt. Dans le lait humain, il y a beaucoup d'eau. Bon, c'est pas très étonnant. Et quand on considère le résidu sec, il y a beaucoup de lactose. Le lactose, vous savez, c'est ce disaccharide que digèrent les jeunes mammifères parce qu'ils ont une enzyme qui le coupe en deux, mais normalement pas les vieux mammifères. Là, on perd l'expression de l'enzyme. Bon. Il y a des lipides, ça n'étonne personne, des protéines, là encore ça étonne personne, mais le fait étonnant, c'est que les protéines ne sont pas le 3e composant par ordre d'abondance du lait. Le 3e, c'est ça, les oligosaccharides du lait humain, 15 grammes par litre. C'est fort cette histoire parce que ça veut dire qu'il y en a plus que de protéines. Or, paradoxalement, l'enfant ne digère pas ces molécules. Autant vous dire que, historiquement, dans les laits maternisés ou dans les laits synthétiques, on n'en a pas mis. D'accord ? Puisque ça ne sert pas à nourrir l'enfant. Un mauvais raisonnement a constitué... Un mauvais raisonnement, c'est de dire je ne sais pas à quoi ça sert, donc ça ne sert à rien. De toute façon, on n'avait pas le choix, je vais vous dire, parce qu'on ne sait pas les synthétiser, c'est des sucres complexes, donc on ne savait pas les synthétiser. Et vous savez, ça c'est un truc que fait souvent la médecine, on ne sait pas à quoi ça sert, donc ça ne sert à rien. On ne sait pas à quoi sert l'appendice, donc on peut même l'enlever préventivement. On ne sait pas à quoi sert la fièvre, donc on l'enlève. On ne sait pas à quoi sert la déficience en vitamine K du nouveau-né, donc on leur donne de la vitamine K. Vous y êtes ? Ça, c'est le raison. On ne sait pas à quoi sert le déficit en fer de la femme enceinte, donc on l'enlève. Mais n'importe quel évolutionniste vous dira, tiens, c'est bizarre, tout le monde, tous les nouveau-nés ont un déficit de vitamine K. Toutes les femmes enceintes ont moins de fer dans le sang. Alors pourquoi ? Bon, soit effectivement c'est le sous-produit d'une autre fonction, qu'on paye d'une conséquence négative, soit il y a une fonction. Bon, dans le cas de la vitamine K des nouveau-nés, on ne sait pas. Tout ce que je peux vous dire, c'est que chez tous les vertébrés, les nouveau-nés n'ont pas beaucoup de vitamine K. Donc je trouve assez bizarre qu'on amène de la vitamine K aux nouveau-nés chez l'homme. Bon. Dans le cas de la fièvre, c'est un antimicrobien. Donc si vous arrêtez la fièvre, vous pouvez prendre des antibiotiques après, effectivement. Dans le cas du fer chez la femme enceinte, c'est une protection contre les microbes, à un moment où le système immunitaire est moins actif pour permettre l'anidation de l'embryon. Comme il y a moins de fer dans le sang, les microbes, ils sont carencés en fer. Alors trop de carence en fer, ce serait mauvais, mais un minimum de carence en fer, c'est sain. Alors ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas traiter des fois un excès de fièvre ou une carence excessive en fer, c'est pas ce que je suis en train de dire, mais ça veut dire qu'il faut un peu de nuance, quoi. Et là, pour le coup, la nuance, elle a été amenée par le microbiote. Ces composés-là sont des composés que consomment les lactobacilles et les bifidobactéries, qui sont la flore protectrice la plus souhaitable pour les enfants. D'ailleurs, c'est des choses qu'on inocule aux enfants, aux prématurés notamment, pour leur donner une première flore. En réalité, ça, c'est des aliments pour des microbes qui vont activer sélectivement l'installation de certains microbes. D'ailleurs, dès le début du XXe siècle, Metchnikoff avait repéré que les enfants qui étaient allaités au sein, par rapport à ceux qui recevaient des laits synthétiques, avaient beaucoup plus de bifidobactéries dans les selles, mais on ne savait pas trop pourquoi. En fait, dans le lait maternel, il y a quelque chose qui nourrit des microbes et qui montre bien à quel point une colonisation microbienne est quelque chose d'importante, puisque dans l'urgence de transmettre
les conditions de la survie à l'enfant, il y a des choses qui s'adressent à son microbiote. C'est énorme, hein. Et ça revisite ce très beau lien symbolique en montrant que lui non plus n'est pas exempt d'une présence microbienne. Bien au contraire, il y a dans l'allaitement une preuve flamboyante de ce lien nécessaire et permanent au microbiote, même chez nous. Alors vous allez me dire, bon, là c'est rangé, on a fait des plantes, on a fait des animaux, on peut aller manger. Ben non, ce serait trop tôt après les petits fours. Donc on va en rajouter une tranche et je vais essayer de vous montrer qu'il y a des traits civilisationnels qui n'émergent pas sans microbes. Et plus particulièrement, nous allons parler encore de nourriture et avec ce petit déjeuner certes copieux et très métropolitain, on voit quand même une présence microbienne. Déjà entre nous, on voit l'extraordinaire présence de la domestication. Vous voyez ces insectes, ces oiseaux, peut-être je devrais dire ces dinosaures d'ailleurs, ces mammifères, ces plantes, domestiquées. Mais il y a aussi des microbes. Pour le coup, il y a ceux qui permettent de faire du pain, ceux qui font du fromage, ceux qui font du yaourt, je vais vous dire même ceux qui font du beurre. Parce que le beurre, c'est fermenté par des lactobacilles. Ça explique que le beurre ne soit pas de la crème fraîche. Je ne sais pas si vous avez perçu que le beurre était fermenté. Moi, quand je l'ai perçu, j'y ai pas cru, j'ai parié un repas. Et j'aurais pas dû parce que je l'ai perdu. Bon, voilà. Il y a des fermentations inattendues, hein. Alors, moi, ce que je voudrais vous montrer, c'est que derrière ces aliments, dont certains sont civilisationnellement, dans certaines cultures au moins, importants, laitage, céréales, il y a une présence microbienne. Et je voudrais aller plus loin. S'il n'y avait pas eu de présence microbienne, nous n'aurions pas eu recours en grande quantité à ces aliments. En d'autres termes, ce que je vais vous raconter, c'est qu'au néolithique, il y a eu une malbouffe. Il y a eu une nourriture à laquelle nous n'étions pas adaptés, qui était mauvaise pour nous et que nous l'avons rendue comestible par des microbes. Alors quand je dis ça comme ça, au début, les gens se disent oui. Là, il commence à déconner parce que bon, il nous a fait le coup de la plante, il nous a fait le coup des animaux. Bon, là, on y croyait, mais le coup du néolithique, pas possible sans microbes, ça sent quand même l'exagération finale du mec qui va trop loin. Non? Alors, regardez bien. Les laitages, justement, on parlait de lait tout à l'heure maternel. Bon, bah, nous, on a aussi du lait de vache, hein, ou d'ovin d'ailleurs, ou de bovin. Et il y a quand même des gens qui ne digèrent pas le lait. Alors souvent on a tendance à penser que c'est pas normal de ne pas digérer le lait, que ce qui est normal c'est de digérer le lait. Il faut voir, hein, en fait, chez les mammifères, l'état plésiomorphe, l'état ancestral, c'est de ne pas digérer le lait à l'âge adulte. Et finalement ces 36% de Français-là représentent plus l'état de nature, en tout cas l'état primitif dans notre espèce, que ceux qui digèrent le lait. Alors évidemment, la digestion du lait, c'est surtout en fait le problème du lactose. Quand vous ne le digérez pas, il arrive entier dans l'intestin. Dans l'intestin, il y a des bactéries qui le digèrent, qui vont le fermenter, et ça va avoir deux conséquences. C'est pas juste que vous ne digérez pas le lait puis qu'il ressort. C'est l'horreur, parce que, les produits acides de cette fermentation, acide lactique, acide acétique, attaquent l'épithélium intestinal, l'abîment. Donc déjà, ça fait mal et il fonctionne moins bien. Mais la deuxième chose, il y a beaucoup de lactose dans le lait. Donc à chaque fois, ça va me faire 2 sucres, 4 acides lactiques ou 4 acides acétiques. Ça va me faire une concentration énorme de dérivés fermentaires qui vont attirer l'eau par pression osmotique dans l'intestin et ça donne une diarrhée, absolument, c'est ça. Et alors, comme je dis à mes étudiants, souvent, si on continue à insister à boire du lait, elle est rouge cette diarrhée, parce que vous avez l'épithélium intestinal qui part en lambeaux. Vous y êtes? Donc personne qui ne digère pas le lait n'insiste. C'est pas juste qu'on a une digestion lourde, c'est qu'on se détruit le tube digestif et la fonction digestive. Vous y êtes? Le lait, c'est toxique pour les adultes. Et d'ailleurs, c'est un truc qui a cet intérêt, c'est que les adultes ne sont pas trop en compétition avec les petits pour le lait. Ah bah oui, ça ce serait un petit peu... Pierre-Henri vous parlera de la préservation, de la pérennité de l'espèce. Là, ce serait mauvais pour la pérennité de l'espèce, hein. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'effectivement, toutes les espèces où les adultes sont en compétition avec les petits pour les ressources, effectivement, c'est un scénario qui peut être assez catastrophique en termes de descendance. Alors, bon, revenons sur ce qui nous intéresse. D'habitude,
on ne digère pas ça à l'âge adulte. Vous savez qu'aujourd'hui, alors je ne sais pas si vous avez beaucoup enseigné ça pour ceux qui ont enseigné en terminale, c'est un des exemples habituels, on sait qu'effectivement dans les populations où on boit du lait, les individus qui boivent du lait ont des enhancers, c'est-à-dire des séquences régulatrices des lactases, qui fait que ces lactases s'expriment à l'âge adulte. Et donc, très souvent, on a des adultes qui continuent à digérer le lactose. Et c'est ceux-là qui peuvent boire le lait. Attention, je ne parle pas des intolérances au lait qui sont liées aux protéines du lait. Ça, c'est une autre histoire. Je parle de l'intolérance au lactose, qui est en fait une incapacité à le digérer, mais que certains ont dépassé biologiquement parce qu'ils ont des enzymes qui s'expriment à l'âge adulte. La question qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'on a commencé à boire du lait dans les populations où, par hasard, il y avait beaucoup d'individus qui le digéraient, et dans les autres, on ne l'a pas fait parce que personne n'était là pour digérer le lait, ou bien est-ce que c'est parce qu'on avait du lait que ça a sélectionné des gens capables de le digérer? Alors je vous emmène il y a 6000 ans. Je vous emmène en fait dans les premières populations européennes qui ont domestiqué des vaches et qui les traient. Je vous montrerai pourquoi on le sait tout à l'heure. Donc je vous emmène en Europe chez les premiers utilisateurs de lait. Et on regarde leur génotype au niveau de la séquence régulatrice qui régule l'expression des lactases, donc des enzymes qui coupent le lactose en deux et qui permettent en fait de prélever les sucres obtenus. Et je vois qu'ils sont tous homogènes. Ces habitants de l'Europe du début du néolithique sont tous homogènes génétiquement. Et en fait, ce que ça veut dire, ça, c'est qu'ils sont tous intolérants à l'âge adulte. Donc ils ont des vaches, ils font du lait, mais ils ne digèrent pas le lactose. Donc là, c'est réglé. C'est pas parce qu'ils digéraient le lactose qu'ils ont fait du lait. Alors vous allez me dire, mais s'ils ne digèrent pas du lait, pourquoi ils traient leurs vaches? Ben c'est simple, on sait qu'ils traient leurs vaches parce qu'on retrouve dans des poteries des restes d'acides gras de lait. Donc, ils traillaient les vaches. Alors, qu'est-ce qu'ils en faisaient de ce lait puisqu'ils ne pouvaient pas le boire? Regardez les poteries en question, elles sont trouées. C'est quoi ces poteries? Une hypothèse? Des faissales? Ben oui, c'est ça, on fait cailler le lait et puis on laisse ressuyer le petit lait. Et le petit lait, il emmène une grosse partie du lactose, petit 1. Puis petit 2, tout ça, ça fermente rapidement, et rapidement, il n'y a plus de lactose. Aujourd'hui, les gens intolérants au lactose peuvent manger du fromage. Bon, ils ne peuvent pas trop manger de yaourt parce que dans l'industrie, on rajoute du lactose, du lait en poudre en fin de fermentation pour épaissir le yaourt. Donc, voilà, tant pis pour eux. En tout cas, normalement, ici, il est éliminé physiquement et par fermentation. Oh, cela dit, vous savez, on n'est pas obligé on n'est pas du tout obligé de jeter le petit lait. On peut faire fermenter le lait en bloc. Ça donne les yaourts et autres fromages blancs où on n'a pas perdu le petit lait. Et là, pour le coup, il y a des bactéries, lactobacilles et streptocoques, qui ont attaqué le lactose. En fait, celui qui attaque le lactose, c'est lui. Lui, il attaque les protéines, et les deux ensemble, ils arrivent à manger. Et donc, c'est pour ça qu'on a des lactobacilles et des streptocoques dans le lait. Alors, revenons à nos ancêtres qui faisaient du lait. Effectivement, par la suite, ceux qui ont eu accès au lait sans attendre la fermentation, je veux dire, mais quand on se bat pour les ressources, le lait, mieux vaut le boire tout de suite que de le mettre de côté pour la semaine suivante. Hein. Vous y êtes? Il y a eu un léger avantage qui a sélectionné les variants qui, parmi nos ancêtres, qui a donné un avantage en termes de nombre de descendants à ceux de nos ancêtres qui étaient capables de digérer le lait à l'âge adulte. Et du coup, aujourd'hui, nous avons oublié, pour la plupart d'entre nous, qui buvons du lait, et c'est sans doute pas le cas de tout le monde dans la salle d'ailleurs, mais nous avons largement oublié comment le lait était à l'origine toxique pour l'homme. Et a été détoxifié par des microbes. C'est vrai que la sélection qui s'est exercée sur nous a finalement laissé oublier cet aspect. Alors, les fromages ont quand même d'autres aspects que la détoxification, qui sont des aspects très importants. Regardez plutôt. Alors là, je vous ai mis un Saint-Nectaire fermier sur une étagère. Il a son poil de chat, là, hein, ce champignon qui est typique des tomes et des Saint-Nectaires. Et puis, on voit dessous, en sous-couche, là, on voit qu'il y a une espèce de couche orange. Vous connaissez tous ces fromages oranges qui puent un peu. Il y a que ça sur la croûte. Münster, Vieux-Lille. Alors j'ai repéré en parlant de ça déjà en Guadeloupe qu'ici c'est moins mode qu'en métropole. En métropole, il y a des gens qui se tueraient pour une époisse bien affinée avec la croûte orange. Ces croûtes oranges,
pourquoi vous faites cette moue-là? Quelle est l'odeur qui est désagréable dedans, en fait? Essayez d'analyser. Ça sent quoi? Oui, ça sent pas bon, ça c'est sûr. Mais ça sent quoi? Ça sent les pieds d'anglais. Je sais pas, il n'y en a plus en Europe maintenant, alors. Oui, ça sent les pieds. Bah, je vais vous dire un truc. On a la même bactérie, ce sont des brévibactéries, on a les mêmes sur les pieds, où elles mangent la kératine des pieds. Celles qui sont sur ces fromages-là, les brévibactéries qui sont sur ces fromages mangent les protéines du lait. Et dans les deux cas, elles expédient les restes d'acides aminés soufrés, elles les excrètent, l'excès de soufre, sous forme de méthanethiol, CH3SH. Ben, faites la synthèse de CH3SH en chimie, vous verrez, c'est l'odeur de pied. Hein. Donc en fait, on a les mêmes bactéries sur les pieds, et d'ailleurs la peau des pieds est souvent un tout petit peu plus orange que celle du reste du corps. Alors bon, c'est là que la peau blanche est avantageuse, parce que c'est vrai que ça se voit plus le contraste. Donc vous ferez l'effort, si vous avez une peau claire, de mettre le pied à côté de la tête, et de vous regarder dans la glace, et vous verrez que la peau des pieds est un peu plus orange, parce qu'effectivement, il y a ces bactéries oranges dessus, ces brévibactéries. Alors, je vous fais rire, mais moi, je pense surtout à mes bactéries oranges. Pourquoi elles sont oranges? Quel composé pourrait bien être orange dans un organisme vivant? Le carotène, absolument, le carotène, mais voilà. Et en fait, elles contiennent du carotène, c'est-à-dire le précurseur de la vitamine A. Donc elles contiennent en fait de la vitamine A. Et ça c'est génial parce que les vitamines, ça s'oxyde quand on stocke des aliments. La vitamine A du lait, 8 jours dans des conditions ordinaires, il n'y en a plus. Et un mois dans un pack UHT, il n'y en a plus non plus. Hein. Vous y êtes? Mais quand vous stockez l'aliment avec des bactéries, il y a les vitamines qui sont dans les bactéries. Donc ici, vous avez du lait qui a encore de la vitamine A, alors que sa vitamine A d'origine a disparu. Il y a une fonction vitaminique. C'est fort, hein? Bon, il y a des vitamines du groupe B dans le yaourt, par exemple. Ça va? Alors donc, vous voyez que ça amène des vitamines de fermenter, en plus de détoxifier. Et puis, dernière fonction, ça protège. Parce que je ne vous dis pas, le pathogène qui arrive là, je ne sais pas, une bactérie qui provoque des diarrhées comme une listeria ou une Escherichia coli, qui est un peu mauvais genre, on va dire. C'est-à-dire qu'il y a les gènes qui lui permettent de faire des trous dans l'intestin. Celles qui provoquent des diarrhées hémorragiques. Si elles arrivent là, elles se retrouvent face à une compétition dense de microbes. Est-ce qu'elles vont arriver à s'installer? Difficilement. Preuve par l'exemple. Ah ben ça alors, voilà une chose bizarre. Je vois ce qui s'est passé. Je vais maintenant mettre en culture une bactérie tout à fait indésirable. Des fromages, la listeria, qui, vous savez, provoque de très fortes diarrhées, mais elle peut aussi induire des dégâts rénaux et puis des avortements dans les cas des femmes enceintes. Alors on la cultive sur 30 jours et on regarde la croissance en ordre de grandeur, c'est-à-dire en puissance de 10. 10 fois, 100 fois, 1000 fois, 10 000 fois, 100 000 fois, 1 million de fois, d'accord? Et on voit qu'en 30 jours, quand on la met toute seule dans un milieu de culture où il n'y a rien d'autre, eh ben elle se multiplie 1 million de fois. D'accord? Bon. Après, on la met en culture dans un milieu où on a rajouté des mélanges de souches industrielles. Alors, vous savez qu'on fait maintenant des fromages pasteurisés, et comme on les stérilise, il faut rajouter les microbes qui vont aider le fromage à se faire. Donc les industriels ont des mélanges de souches, où il y a des bactéries, des levures et des champignons, et ça vous donne des fromages comme, alors on ne va pas citer de marque, donc on va parler du Caprice des Moines ou de la Chaussée aux Dieux, par exemple. Oui. Alors là, tout est inoculé. Donc on prend ces mélanges de souches qu'utilisent les industriels, on les cultive en même temps que la listeria. On voit que la listeria pousse un peu moins, mais enfin bon, elle pousse. Et maintenant, on revient en arrière, on va gratouiller un Saint-Nectaire fermier qui a été contaminé par la planche et l'environnement de la cave, qui n'est pas un fromage au lait pasteurisé, c'est un fromage au lait cru, où il y a tous les microbes qu'il y avait dans le lait, plus ceux qui viennent d'autour, et on va mettre ça dans le milieu de culture. Et là, on s'aperçoit que quand ils sont dans le milieu de culture, les fromages issus d'un gratouillis, les microbes issus d'un gratouillis de Saint-Nectaire ont un effet inhibiteur d'un facteur 100 sur le développement de la listeria. C'est pas beau ça?
Au fond, ça veut dire que les fromages traditionnels au lait cru, il y avait une fonction des microbes qui était d'être un très bon écran. Et les souches industrielles ont bien compris les rôles de texture, les rôles d'arôme des microbes dans la fermentation, mais peinent à reconstituer le rôle d'écran quant aux pathogènes. Et vous savez, les grands scandales qu'il y a actuellement d'aliments retirés du commerce en grande quantité, ce n'est pas des produits au lait cru, c'est des produits issus d'usines où on stérilise tout. Et comment on stérilise tout? Il n'y a pas de flore-écran. En fait, il est temps en agroalimentaire de retrouver la saleté propre, c'est-à-dire le degré de contamination qui est plus propre à nous maintenir en bonne santé que l'absence de microbes. Et c'est très très fort parce que ça veut dire qu'il y a bien un sale qui est propre à nous protéger et que donc dans la fermentation, il y a de la détoxification, des vitamines et de la protection. Si ça vous rappelle les fonctions du microbiote dans l'homme, c'est pas un hasard. On y revient après. Toxicité cachée des plantes. Oui, parce que quand on a commencé au néolithique à être agriculteur, on n'a bien sûr pas fait que boire du lait. Dans beaucoup de régions, d'ailleurs, on n'a jamais bu de lait et on a surtout mangé des plantes que l'on cultivait. En Amérique, par exemple, l'agriculture n'est pas du tout basée sur l'animal. C'est le fameux milpa. Je ne sais pas si vous êtes sensible à ça, le milpa. Ça vous dit quelque chose, ce mot-là? MILPA. Le milpa, c'est à la fois l'agriculture et le régime alimentaire qui, en Amérique, repose sur le haricot et le maïs, qui sont très complémentaires en termes de vitamines et d'acides aminés essentiels, et du coup, il n'y a pas besoin de viande, ni de lait. Bon, nous, on n'avait pas les bons couples de plantes, donc on a rapidement été vers la viande, vers les produits laitiers. Dans le milpa, il n'y a pas d'animaux. Mais le problème, c'est que les végétaux, même qu'on domestique, eh bien, ils ont une toxicité parce qu'ils étaient sauvages la minute d'avant, j'allais dire. Et comme tous les végétaux sauvages, ils sont pleins de molécules qui les aident à se défendre. Et les premières formes domestiquées contenaient encore ces molécules. Vous allez voir qu'aujourd'hui, elles ne les contiennent plus forcément, mais bon. Alors regardez plutôt. Les céréales qui ont été adoptées en Asie, en Amérique et aussi dans le croissant fertile, et de là bientôt en Europe, ces céréales contiennent une toxine qui se trouve dans les couches à hyalurones. Ça vous dit quelque chose, la couche à hyalurones? Bon, si ça ne vous dit rien, on va oublier, c'est une couche externe de la graine, où il y a le globoïde. Dans les grains d'hyalurones, il y a un globoïde et un cristalloïde. Pour ceux qui se souviennent du globoïde, en fait, il y a dedans des phytates. Que sont les phytates? Ce sont des molécules de phosphate estérifiées à un inositol cyclique, c'est-à-dire un squelette carboné cyclique. Bon, ça a deux avantages, cette histoire. D'abord, ça, c'est peu soluble. Quand la graine se réhydrate, ça évite que tout le phosphate passe dans le milieu, vous voyez, soit lessivé. Ça retient le phosphate. Mais la deuxième chose, c'est que ceux qui mangent des graines, s'ils n'ont pas de phytase, c'est-à-dire d'enzymes qui peuvent décomposer ça, ils n'ont pas accès au phosphate. Donc une graine, elle est carencée en phosphate. Et par rapport aux champignons, aux animaux qui pourraient manger la graine, eh ben c'est un aliment qui n'est pas convenable parce qu'il n'y a pas de phosphate dedans. À moins que vous ayez des phytases. Et ben je vais vous confier un truc, moi, j'en ai pas. Alors je ne sais pas quel est votre cas particulier à vous, mais si jamais vous en avez, on pourrait vous montrer dans une foire, c'est un truc que l'homme n'a pas. Du coup, quand on mange des céréales, on ne récupère pas le phosphate. Vous allez me dire, c'est pas grave, il n'y a qu'à manger autre chose riche en phosphate, ça compensera. Oui, mais cette molécule est hautement négative et elle retient tout un tas de molécules chargées positivement. Exemple de molécules chargées positivement. Le calcium, le magnésium, le fer. Et donc, si vous n'avez pas de phytase, le calcium, le magnésium et le fer partent dans les selles. Ça évite que ce soit lessivé aussi à la germination ou quand la graine est en vie ralentie. Ça retient ça, mais ça le retient tellement bien que ça crée une carence pour les pathogènes ou pour les consommateurs. Vous voyez que la carence en métaux et en minéraux, ça peut protéger. Ça, c'est la femme enceinte aussi. Vous voyez le lien? Pas de fer, pas de microbes. Alors, vous allez me dire, c'est pas grave, on n'a qu'à manger plus de choses riches en fer, en magnésium. Mais non, parce qu'il reste des valences qui ne sont pas occupées. Donc, si je mets dans mon tube digestif du fer ou du magnésium ou du calcium d'une autre source, ça va passer sur les phytates et ça part. Et d'ailleurs, on sait qu'à la
au néolithique, nous avons perdu en taille. Nous avons perdu entre 10 et 15 cm sur nos ancêtres chasseurs-cueilleurs. Ce qui est une preuve de ce qui est cohérent avec une déminéralisation et qui est souvent interprété comme la conséquence d'une alimentation riche en céréales. On pense même que la petite taille des Asiatiques, ici nous sommes dans la spéculation, mais certains auteurs considèrent que la petite taille des Asiatiques est une adaptation au phytate du riz, parce que les individus les moins grands ont moins besoin de sels minéraux, et donc la carence en sels minéraux est moins grave pour eux. Tout ça, une fois de plus, ça revient à expliquer un trait par une cause unique, et c'est donc jamais très subtil. Il y a peut-être plusieurs causes. En tout cas, la réduction de taille au néolithique, elle est montrée dans toutes les populations dont on a des squelettes, avant et après le néolithique, et elle montre ça, la toxicité des phytates. Alors qu'est-ce qu'on a fait historiquement pour ne pas se déminéraliser complètement? C'est simple, on a fait du pain au levain. Et pour le coup, le levain, c'est des levures comme ce qu'on utilise maintenant en boulangerie, mais c'est un peu plus compliqué à entretenir parce que ça contient aussi des lactobacilles qui fermentent et qui font de l'acidité. Du coup, il faut repiquer souvent pour pas que ça devienne trop acide. Sinon, ça tue les lactobacilles. Ils sont un peu cons, hein. Ils font partie de ces espèces qui font des déchets qui les intoxiquent. Là, c'est les protons. Alors, plus sérieusement, les lactobacilles qui font que le levain est plus difficile à entretenir, eux, ils ont des phytases. Et ces phytases, pour le coup, elles permettent de mobiliser dans le pain les ressources en fer, en calcium, en magnésium et en phosphate. En mangeant du pain, on détoxifiait les céréales. Aujourd'hui, les céréales contiennent moins de phytates, et puis dans les additifs des farines, on rajoute des phytases. Donc on n'a plus de problème aujourd'hui avec ça. Et on a oublié à quel point les céréales étaient toxiques. Mais je vais vous dire, les céréales n'étaient pas les seules choses toxiques. Prenons le chou, qui est quand même un aliment qui est important, notamment en Europe centrale, hein, dans beaucoup de civilisations. Europe centrale, mais aussi en Chine. Le chou fait partie de la famille des crucifères, celle des radis, du wasabi, du réfort. Bon, des trucs qui sont quand même un peu forts en goût parce qu'ils contiennent des glucosinolates, c'est-à-dire toute une famille, vous voyez là le radical est variable, toute une famille de molécules soufrées qui sont assez fortes en arôme et qui sont antibiotiques et toxiques. Alors celles qu'il y a dans les radis ou dans la roquette, ça va, hein, elles ne sont pas toxiques pour nous. Mais dans le chou, il y avait beaucoup de glucosinolates qui avaient 3 effets. 1, le chou sauvage, il a un goût infect. Agnès Mignot m'en a fait goûter. On était en Sicile, en Sicile. Le mien était sicilien, je peux vous dire, vous n'avez pas envie d'en manger. Hein. Vous avez l'impression d'avoir une roquette d'enfer dans la bouche, là. Bon. Deuxièmement, ça donne des diarrhées si on en mange. Donc en général, on n'insiste pas. Et puis si on insiste encore, c'est cancérigène. Ça provoque des cancers du foie. Donc c'est vraiment pas le truc qu'on a envie de manger. Vous y êtes. Alors comment nos anciens l'ont mangé? Il y a eu des stratégies qui consistaient à le faire tremper, simplement. Puis ça diluait les toxines. Ça, c'est une stratégie sans association. Mais il y a une stratégie avec association. Avec absolument la choucroute. Dans la choucroute, il y a des leuconostocs et des lactobacilles qui d'ailleurs créent l'acidité de la choucroute. Et cette acidité, d'ailleurs, protège microbiologiquement la choucroute parce que les milieux acides, c'est pas bon pour les bactéries. Mais surtout, ces bactéries se protègent de ça en le détruisant. Et en se protégeant elles-mêmes de ces substances, eh bien, elles nous en protègent. Et d'ailleurs, la choucroute a un goût plus doux que le chou. Il suffit de goûter de la choucroute et du chou frais pour s'apercevoir qu'il y a moins de ça. Alors cela dit, aujourd'hui, vous pouvez manger des choux frais parce qu'ils ont été sélectionnés pour avoir gardé quelques glucosinolates qui contribuent au goût, mais pas les glucosinolates toxiques. Et aujourd'hui, on oublie que le chou aurait été toxique pour l'homme sans fermentation parce que, secondairement, on a des choux qui ne sont pas toxiques. Alors, d'ailleurs, pour le coup, avant de terminer sur le chou, je voudrais vous parler d'une autre plante qui se fermente et qui, ici, a vraiment toute son importance. Vous voyez de quelle racine je veux parler? Absolument, le manioc. Le manioc, vous savez, on fait ce qu'on appelle le rouissage. C'est-à-dire qu'on le met dans un marigot, dans de l'eau, à pourrir. Ça a l'avantage que les bactéries commencent à attaquer les grains d'amidon, donc c'est plus digeste, et puis surtout, ça détruit les composés cyanogénétiques. Vous savez, il y a des composés dans le
manioc qui donnent du cyanure et qui sont toxiques. D'ailleurs, il reste toujours un tout petit peu de cyanure dans les maniocs, même après rouissage, et ça donne ce petit goût d'amande amère très léger qu'a parfois le manioc. Non? Oui. Dans les cassaves, par exemple, quand ça cuit, il y a une odeur d'amande. C'est des résidus de cyanure, rien de toxique. Hein. Et maintenant, on l'a oublié parce qu'on a des maniocs doux qui, eux, sont sans composés cyanogénétiques, donc qui ne donnent plus de cyanure. Mais n'empêche que, historiquement, si on a mangé du manioc qui est toxique parce qu'il génère du cyanure, c'est parce qu'on le fait d'abord pourrir, et les bactéries, elles se débarrassent elles-mêmes du cyanure, car ce serait toxique pour elles également. Vous l'avez, la détoxification, là ? Alors, toutes ces détoxifications sont assez sympas parce que, par ailleurs, comme on rajoute des bactéries, on rajoute leurs vitamines. Et puis, comme elles attaquent la nourriture, elles commencent à prédigérer l'aliment. Je veux rien dire, mais un fromage coulant, tout roux, on voit bien qu'il est déjà digéré. Ouais. Il a commencé à être digéré. Et puis, de toute façon, il y a ces vitamines, et pour le coup, avec la choucroute, il y a notamment la vitamine C, qui est une vitamine qui s'oxyde très vite. Donc, quand on fait des réserves, quand on est agriculteur et qu'on fait des réserves, en gros, pendant l'hiver, on n'a pas de vitamine A, pas de vitamine C, pas beaucoup de vitamines du groupe B. Quand on mange de la choucroute, on a de la vitamine C. Ma compagne est polonaise, et dans la famille, les enfants, enfin, c'est sa grand-mère, il y avait de la choucroute une fois tous les 2 jours pour les enfants. Pourquoi ? Parce que c'était une façon de les obliger. Enfin, on savait empiriquement que c'était bon pour eux. Alors, la grand-mère de ma compagne ne connaissait absolument pas la vitamine C. Mais empiriquement, elle avait découvert, ou elle savait, tout le monde savait en fait, comment faire pour en avoir. Alors ça nous boucle la boucle, parce que comment les Européens sont arrivés en bateau pour enquiquiner les Américains du Sud et les Africains, et Dieu sait qu'ils les ont vraiment enquiquinés pour le coup, ils avaient des réserves sur leur bateau et ils craignaient beaucoup le scorbut lié à l'absence de vitamine C dans les aliments longuement stockés. Qu'est-ce qu'ils ont embarqué ? Aujourd'hui, ils embarqueraient des citrons, mais à l'époque, ils embarquaient surtout de la bière et de la choucroute, dont les cellules microbiennes contiennent des microbes. Alors là, il vient de se passer quelque chose de très important, parce que vous venez de voir que finalement les microbes occupent les mêmes fonctions dans nos pratiques culturelles que dans notre organisme biologique. Protection, apport de vitamines, aide à la digestion, détoxification. Vous voyez que les chemins de l'évolution culturelle reprennent ceux de l'évolution biologique. Il y a des choses qu'on invente de soi-même de façon autonome, par exemple laisser tremper les aliments pour que les toxines s'en aillent, c'est le trempage des olives vertes. Mais il y a aussi des fois où on recrute un microbe, un partenaire, pour réaliser la fonction. C'est la fermentation des olives noires. Vous savez, les olives noires fripées, elles sont fermentées. Les olives vertes bien lisses, elles sont trempées. Et il y a toujours les deux possibilités. Vous pouvez évoluer par association, culturellement. Vous pouvez évoluer par association, ou par vous-même, par des gestes qui n'impliquent pas d'autres espèces. En tout cas, ce qui est joli, c'est qu'il y a un parallèle entre l'évolution culturelle et l'évolution biologique, sur lequel, je crois, tu reviendras, Pierre-Henri, un petit peu. L'idée, c'est qu'on est toujours sur des traits transmis, pas de la même façon. Mais au fait, sur la transmission culturelle, nous sommes dans un des temples que nos impôts permettent d'édifier à la transmission culturelle. Ça s'appelle un lycée. Ça pourrait être un collège ou une école primaire. Vous y êtes ? Si vous ne croyez pas qu'il y a une transmission d'informations de génération en génération au-delà de l'ADN par des traits culturels qui se transmettent, eh bien, vous ne croyez pas à l'éducation nationale. Donc, ça y est, c'est réglé, tout le monde y croit ici. Et plus sérieusement, sans entamer plus ce débat, vous verrez dans le programme de terminale, alors ça c'est un scoop, donc si jamais cette vidéo est diffusée avant les programmes, je meurs. Non, je dis ça par provocation, parce qu'on n'a pas le droit de communiquer sur les programmes. Enfin, vous voyez, on se dit que dans un programme de terminale idéal où il serait question d'information génétique, c'est-à-dire cette information qui permet de générer des structures et des fonctions dans les organismes, ce serait bien si à un moment, au-delà de l'hérédité ADN, on se posait la question des formes d'hérédité non liées à l'ADN. Et s'il y avait un paragraphe sur la transmission culturelle, ça permettrait des très jolis ponts
avec la philosophie, avec l'histoire géo, avec d'autres disciplines, et ça montrerait que finalement, l'évolution culturelle est une forme d'évolution biologique. Ça ne veut pas dire que seul le biologiste a le droit d'en parler. On a le droit d'avoir des spécialistes de l'évolution culturelle. Donc les sciences humaines ont toute leur place. Mais les sciences de l'évolution s'enrichissent en prenant en compte l'évolution culturelle, et demain, peut-être aussi, les sciences humaines peuvent s'enrichir en voyant ce qu'amène une vision évolutionniste de la culture. En fait, c'est heuristique. Ça permet d'aller plus loin en revoyant les choses différemment. Bon. Au total, et pour terminer et brièvement conclure, vous avez vu que nous avons fait émerger des nouvelles visions du monde, ce qu'on peut appeler des nouveaux paradigmes, d'accord, des nouveaux concepts. Et le premier d'entre eux, c'était qu'au XXIe siècle, il y a des microbes partout, non seulement physiquement, mais aussi fonctionnellement. En fait, l'essentiel dans les écosystèmes est invisible pour les yeux. Pas si invisible que ça, parce que la couleur des plantes, le comportement d'une souris ou l'odeur de la peau, c'est pas impossible de le remarquer. Mais ce qui est invisible, c'est que tout ça résulte en partie de microbes. Et ça, c'est des choses qu'en enseignement, on doit pouvoir faire ressortir. Tous ces organismes que vous voyez là ont l'air d'être des organismes à part entière. On dit une vache, on dit un pain, on dit un enfant, une souris. Mais tous ces organismes que nous avons vus, ils ont en commun d'être très accompagnés, d'être de fourmiliers de microbes qui sont présents jusque dans leur fonction. En fait, ils ne sont jamais seuls. Alors évidemment, ça pourrait être un titre de livre qui parlerait des plantes, des animaux et des civilisations. Mais plus sérieusement, ce livre-là, si quelqu'un l'écrivait, il nous parlerait du monde tel qu'on le voit aujourd'hui. Un monde où il y a, comme je vous l'avais promis, beaucoup de microbes, mais aussi beaucoup d'interactions à bénéfice réciproque. Je nourris mes microbes, mais ils me nourrissent et ils me défendent. Les plantes nourrissent leurs champignons mycorhiziens, mais ceux-ci les défendent et les nourrissent. Vous y êtes ? Vous voyez cette immanence, immanence, le fait d'être présent partout, à fleur de toute chose, cette immanence de la présence microbienne. C'est quelque chose de vraiment important. Et c'est quelque chose à transmettre, parce que ça veut dire qu'aujourd'hui, on ne peut plus voir les fonctions comme assurées simplement par l'organisme qui a l'air de les porter. Elles sont assistées de microbes. Bon, c'est vrai pour les microbes aussi. Alors, maintenant qu'on a posé le fait que cette présence microbienne est importante, on a quand même un obstacle très fort, qui est celui de nos répugnances culturelles. Si je dis à quelqu'un qui a l'air parfaitement lavé qu'il faut se laver moins souvent et se savonner moins souvent, bon. Alors, une petite remarque, plus je me lave, plus ma peau sécrète du sébum pour compenser le départ de la couche protectrice. Plus il y a de produits à fermenter, notamment par des propionibactéries qui font de l'acide propionique. L'acide propionique, c'est celui qui donne au gruyère son odeur. Et quelqu'un de pas bien lavé, il s'enfourre le gruyère, non ? Donc, moins je me lave, plus il y a de sébum, plus rapidement les bactéries peuvent faire, même si elles ne sont pas nombreuses au début, elles se multiplient très vite, et elles font très vite cet acide propionique qui fait qu'au début, il y a une légère odeur de noisette. Tu sais, le comté jeune, il sent la noisette. Acide propionique pas concentré. La peau fraîchement lavée, petite odeur légère de noisette, acide propionique peu concentré. Puis s'il y a beaucoup de sébum, bah, très vite, les bactéries prolifèrent, et très vite, ça sent le gruyère. Acide propionique concentré. Vous y êtes ? Si je me lave moins souvent, la sécrétion de sébum est moins forte et le temps nécessaire à sentir fort n'est plus le même. Le régime transitoire est difficile. Parce qu'au début, si vous arrêtez, au début, bah, vous allez sentir un peu fort le deuxième jour ou le troisième jour. Mais il faut envisager les choses comme ça. Il n'y a pas de régime de douche que l'on puisse recommander à chacun d'entre nous. Mais ce qui est vital, c'est d'entretenir nos microbiotes, d'entretenir ceux de la peau par des douches savonnées rares, avec des savons sans bactéricides. Ça, c'est vital. D'ailleurs, il n'y a qu'en France, en Europe, où on a encore des savons bactéricides dans le commerce. Dans beaucoup de pays européens et en Amérique, c'est interdit maintenant, sous un non-sens. D'ailleurs, on a aussi plein de produits ménagers qui tuent 99,9% des bactéries. Alors tout cela, c'est simple, vous ne les achetez pas. Vous ne les achetez pas. Si vous avez besoin de tuer des bactéries, vous utilisez de l'eau de Javel. Si, pour le reste des activités, ces produits-là sont des produits qui vous survendent une hygiène qui va juste conduire à l'installation des indésirables dans votre environnement ménager. Donc ce que je veux dire là, c'est que la première chose, c'est qu'il va falloir effectivement retrouver
ce lien, il va falloir retrouver un équilibre. Ça ne veut pas dire qu'il faut être sale, ça veut dire qu'il faut être correctement sale. Et correctement, c'est d'abord par rapport à notre santé. Voilà. Et puis, la deuxième façon, outre la peau, d'entretenir le microbiote, c'est l'alimentation. On vous dit souvent manger des fibres. Pourquoi il faut manger des fibres? Je vous rappelle qu'on ne les digère pas. Hein. Alors on dit souvent, quand on mange des fibres, Transit intestinal. Ça améliore le transit. Je vais vous dire, pardonnez la forme, mais ça sort de toute façon. Oui. C'est vrai que le transit se fait mieux quand on a mis des fibres. Et il y a une idée qui naît que les fibres sont des formes de lubrifiants. Mais pas du tout. Les fibres nourrissent des bactéries dont la présence et l'activité améliorent la motilité intestinale et la consistance du contenu intestinal. En fait, les fibres sont des aliments pour les bactéries, les fibres sont pour les adultes ce que sont les oligosaccharides du lait pour les enfants. Donc des fibres dans le tube digestif, pas trop de douches, et voilà des douches à juste point, par exemple, pas trop non plus de gel hydroalcoolique, uniquement quand on a touché des trucs très sales, ou bien quand on va toucher des trucs qui doivent rester très propres. Et puis plutôt que des gels hydroalcooliques, où de toute façon les toxiques chimiques restent, un rinçage à l'eau, voire savonner. Mais il faut savoir doser l'effort. En sortant des toilettes, oui, on peut se laver les mains. Moi, j'ai des étudiants qui préparent l'agrégation, qui se mettent du gel hydroalcoolique après avoir touché une feuille d'arbre. C'est des urbains, hein, bon. Donc, il faut apprendre ça, et clairement, les recommandations sont encore à produire. Vous voyez, pour les fibres, c'est clair. Pour les douches savonnées, c'est assez clair. Ah ben, l'industrie ne pousse pas forcément à l'hygiène, elle pousse à acheter ses produits, c'est pas la même logique. Oui. Il reste aussi à retrouver en agroalimentaire une réglementation qui permette effectivement une saleté propre, et on en est loin puisque les réglementations poussent à stériliser. La dernière chose dont je voudrais vous parler, c'est cette discussion de savoir qui je suis, moi. Parce qu'au fond, quand je dis « je », vous comprenez qu'il y a du monde embarqué puisqu'il y a entre 500 et 1000 espèces. En fait, 500 à 1000 espèces, c'est mieux que le plus grand des zoos que vous puissiez visiter. Enfin, non, parce qu'il y a des microbes dans les bêtes, mais vous ne voyez pas les microbes dans les bêtes. Donc, en termes de nombre d'espèces, je suis un zoo plus riche que le plus riche des zoos. Et maintenant, numériquement, qu'en est-il du nombre de cellules? C'est simple, je contiens 10 puissance 14 cellules, c'est-à-dire 100 milliards de cellules, d'accord? Et je contiens autant de bactéries. 1 pour 1, et non pas 1 pour 10, comme on dit. Si vous enlevez les globules rouges, qui sont des cellules un peu spéciales parce qu'elles n'ont pas de noyau, et qui constituent 90% de nos cellules, alors si vous ne considérez que les cellules nucléées, vous avez 10 bactéries pour une cellule nucléée. Si vous comptez les globules rouges, qui sont 10 fois plus nombreux que les cellules nucléées, ils sont petits les globules rouges, hein, alors là vous retombez sur 1 pour 1. D'autre part, je suis habité aussi de tous leurs gènes, et on compte que ces bactéries ont 100 à 1000 fois plus de gènes que mon propre génome. Vous sentez la diversité des fonctions qu'on va pouvoir acquérir, par exemple, par rapport à la synthèse de vitamines? Donc, quand je dis je suis très habité de bactéries. Par chance, elles sont petites, donc ça ne fait pas plus de 1 ou 2 kilos au total. Et je suis habité fonctionnellement de tout ce que leur génome permettent. Mais il y a mieux. C'est que si vous me nettoyez complètement, si vous prenez une souris xénique, il reste une bactérie dedans. Laquelle? La mitochondrie. Et là, ça devient assez vertigineux, parce que quand je dis « je », c'est pas mes mitochondries ou mes cellules hôtes qui parlent. Ok? J'ai une impression d'unité. Remontons 3 milliards d'années en arrière. Qui va dire « je » ? Bon, alors il y a des espèces de cellules qui flottouillent, là, qui doivent être des sortes d'amibes, qui sont des proto-Marc-André, d'accord? Dont l'évolution donnera une pluricellularité qui donnera les animaux. J'ai des bactéries qui traînent, qui sont peut-être des bactéries planctoniques ou des choses comme ça, qui vont devenir les mitochondries. J'ai 2 espèces. On revient au présent. Il y a combien d'espèces là? Je me mets en évidence pour que tout le monde voit bien. Et combien d'espèces là? C'est l'homme, hein?
Ah oui, mais à un moment, il y avait 2 espèces. Tout à l'heure, vous m'avez dit, je ne sais plus qui a dit, c'est le maïs. Et c'était la bonne réponse. Mais le maïs, à un moment, si je rembobine l'histoire, il y avait des cyanobactéries, les mitochondries, les proto-mitochondries et les protocelluloses. J'avais combien d'espèces? 3. Ça veut dire que si vous voulez que Marc-André ou le maïs soient des individus d'une espèce, alors des fois dans l'évolution, 2 espèces font une symbiose tellement étroite que ça n'en fait plus qu'une. Ça veut dire que des fois, il y a des processus de déspéciation par symbiose. Ça va? C'est logique, hein? Bon, alors c'est à rajouter à la galaxie des choses qu'évoquera Pierre-Henri tout à l'heure, c'est que les espèces peuvent fusionner. Mais attendez, il y a plus. En fait, on aurait très bien pu dire que Marc-André, c'était 2 espèces. On aurait pu donner un nom à ces mitochondries, un nom à Marc-André en disant, ben voilà, je ne sais pas votre prénom. On pourrait dire Olivia, c'est 2 espèces. Homo sapiens, et puis une bactérie qu'on pourrait appeler Mitochondria Homo sapiensae. C'est ce qu'on fait pour les lichens. Vous savez, les lichens, on dit, il y a une algue et un champignon, on leur donne chacun un nom. Même si on donne souvent à l'association le nom du champignon. Il y a 2 espèces. Là, on a décidé que, pour toi comme pour moi, c'était pas la peine de faire 2 espèces. Et on comprend pourquoi, parce que les mitochondries ont la même histoire évolutive que nous, enfin que nos cellules hôtes, et les 2 n'existent pas l'une sans l'autre. Donc opérationnellement, c'est quand même plus simple de dire ça, c'est une espèce. Pour le lichen, bon, on peut les séparer, on peut les cultiver séparément, on a envie d'en faire 2 espèces. Ben oui, mais en fait, c'est arbitraire. Vous sentez ce que ça veut dire sur l'arbitraire de l'espèce? Des fois, on dit, oh bon, là, je sépare les 2 partenaires, j'ai 2 espèces. Des fois, on dit, non, là, je vais faire qu'une seule espèce, je ne vais pas séparer les partenaires. Dans le maïs non plus. Vous sentez que c'est arbitraire? Est-ce que ça veut dire que c'est mal, du coup, de parler d'espèces? Alors, je sais que Pierre-Henri va vous donner des tas de raisons de le prononcer avec inquiétude, le mot d'espèce. Mais vous sentez que c'est une convention, c'est une façon pratique de parler du monde. Mais ce n'est pas le monde, c'est une façon de représenter le réel, c'est une façon de désigner les choses, et on prend la façon la plus pratique. Mais vous voyez que par rapport à ce qui existe dans la nature, c'est qu'une représentation, c'est une approximation. Vous y êtes? Pierre-Henri reviendra sur la notion d'espèce, mais moi je trouve qu'elle ressemble surtout à une représentation du réel, et pas forcément au réel dont Dieu sait ce qu'il est. Mais il y a aussi 2 autres choses qui ont disparu dans cet exposé, la notion d'individu et d'organisme. Et pour terminer là-dessus, je voudrais vous dire combien, dans nos livres et nos formations, nous avons beaucoup parlé d'organismes. Nous avons eu des livres de biologie des organismes, des cours de biologie des organismes. Il y a encore des laboratoires de biologie des organismes, comme ce laboratoire du Muséum. Nous sommes habitués à repérer des organismes. Qu'est-ce que c'est qu'un organisme? C'est une entité close qui est capable d'avoir une régulation interne et qui a une frontière avec le milieu et qui régule ses échanges avec le milieu, d'accord? Qu'en est-il de cette entité? Quand vous regardez un arbre ou un Marc-André, vous voyez que c'est plein de microbes et que c'est en interaction avec plein d'autres organismes et que sans cette interaction, ça ne marche pas. Eh bien, moi, ce que je vous dis, c'est que les organismes, c'est une façon de décrire le monde. Et ça peut marcher. Il ne faut pas jeter ces cours-là. Mais il y a autre chose dans le monde. Le monde, il ne se plie pas à cette représentation du réel. Et je peux aussi dire, Marc-André, c'est un écosystème. Vous y êtes? Alors qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire qu'aujourd'hui, les gens ont essayé d'étendre les organismes à la notion d'holobionte. C'est-à-dire en disant, alors je ne vais pas dire, l'entité, c'est pas Marc-André, c'est Marc-André et tous ses microbes. Attendez, mais mes microbes, là, j'en dépose sur la table, là, j'en reprélève dans le milieu, sur ma peau, vous y êtes, c'est un truc, c'est un système complètement ouvert. L'holobionte, c'est une façon de dire, tiens, on va essayer de refaire une clôture opérationnelle en rajoutant les microbes. Mais oui, mais c'est une façon de sauver l'organisme en l'étendant différemment, c'est une façon de ne pas voir que nous sommes en fait dans un réseau d'interaction entre plein d'espèces, notamment des microbes, sans compter les interactions trophiques que j'ai avec la carotte, le lambi, les céréales, vous voyez. C'est une façon de chercher des entités autonomes là où il n'y a que des interdépendances, que des interrelations, et notamment un bénéfice réciproque. Et d'ailleurs, la notion d'individu subit le même problème. L'individu, c'est quelque chose qui est réputé indivisible. Suis-je un individu ? Je suis divisible en plein d'espèces microbiennes que je peux cultiver même, d'ailleurs certaines, qui sont sur moi. Et même si on me retire toutes ces espèces microbiennes, je suis divisible en 2 origines évolutives. Les mitochondries
et leur cellule hôte. La notion d'individu, c'est aussi une représentation du réel qui peut être efficace en philosophie, en politique, en morale peut-être, hein, mais c'est une représentation du réel. Le réel, il est plus compliqué, et le réel, il est fait d'un réseau d'interactions. Et donc très longtemps, notre biologie a dit, je vais prendre une métaphore, elle a regardé le vivant comme si, en regardant cette toile d'araignée, je vous dis, une toile d'araignée, c'est une somme de points où se croisent des fils. C'est une façon de décrire la toile d'araignée. Et bon, pour le coup, vous n'arriverez jamais à faire tenir la toile d'araignée avec juste les points. Moi, ce que je vous dis, c'est qu'il y a des liens entre les espèces. En d'autres termes, je vous dis, une toile d'araignée, c'est des fils entre des points. Est-ce que vous pouvez faire tenir la toile d'araignée avec juste les fils? Ben non, il faut les points où ils se croisent, vous y êtes. Tout ça, c'est des représentations du réel, et la question, c'est est-ce que c'est plus ou moins heuristique? Est-ce que ça libère pour comprendre? Est-ce que ça libère pour expliquer? Eh bien, nous avons eu 150 ans où nous avons expliqué en représentant le réel par des organismes, ce qui est une façon de le décrire. Il est temps d'avoir 150 ans où on va regarder le réel comme une interaction. Peut-être que si on se dit que tout est interaction, on arrivera aussi à avancer sur des problèmes de relation de nos sociétés au monde, car nos sociétés, contrairement à ce que pensent nos décideurs, ce qui les conduit parfois à supprimer les SVT en terminale ou en première dans le tronc commun, contrairement à ce que pensent nos décideurs, nos sociétés ne sont pas exemptes elles-mêmes de relations aux autres organismes et au reste du monde. Décrire les liens, c'est non seulement trouver une nouvelle heuristique, une nouvelle façon d'explorer le monde vivant, mais c'est aussi peut-être le début d'un message philosophique où les sociétés et les hommes n'existent pas dans l'absolu, mais sont contraints par des réseaux de dépendance, et non seulement contraints par eux, mais peut-être plus puissants si demain ils utilisent ces réseaux de dépendance pour gérer mieux leur santé, leurs écosystèmes et leur environnement. Du coup, on se dit que par rapport au réflexe pédagogique stupide et habituel qui prévaut en classe préparatoire de dire « tu vas d'abord faire de la biologie des organismes et quand tu auras compris ce que c'est un organisme, tu feras de l'écologie », alors même que les organismes ils sont basés sur l'écosystème microbien qu'il y a dedans et qui leur permet, entre interaction entre microbes et interaction avec l'hôte, qui leur permet de fonctionner, ben en fait, il n'y a pas de priorité. L'écologie et la biologie des organismes, c'est la poule et l'œuf. Et on peut construire les deux côte à côte. C'est dommage que l'écologie n'apparaisse qu'en seconde année, alors qu'en réalité, en première année, tout fonctionne sur l'écologie interne des organismes étudiés. Alors, ça vaut ce que je fais partie de la commission de programme, donc je critique finalement ce à quoi nous avons cédé, mais demain, cet impératif du lien, de comprendre le lien aux autres organismes, aux autres espèces, implique que l'écologie n'est pas la fin de la biologie, mais aide à construire la biologie.